Je suis Erika Campello, responsable à Vox Public de la communication et du numérique. Et depuis les débuts, Vox Public s'est engagé à soutenir ses partenaires dans l'appropriation du numérique pour renforcer leur action en faveur de la justice sociale et contre les discriminations. Et donc, nous sommes bien conscientes et conscients que les réseaux sociaux offrent également des opportunités puissantes dans la diffusion de nos contenus et de nos actions en tant qu'association et organisation de la société civile. Donc, nous avons constaté que les plateformes des réseaux sociaux contribuent significativement à la diffusion de discours d'haine en ligne et hors ligne, bien sûr, alimentant ainsi les discriminations. Ces plateformes offrent un espace d'expression non modéré à des milliards d'utilisateurs, ce qui aggrave des actes de malveillance et renforce les discriminations. Nous avons réfléchi, essayé, discuté avec un nombre important d'associations et collectifs et on s'est rendu compte qu'il avait un besoin de mettre en place des temps de transmission et des sensibilisations pour répondre à un sentiment que nous avons constaté de la part des associations, d'un sentiment d'impuissance face aux réseaux sociaux et aux multinationales qui le possèdent. Nombre d'entre elles estiment ne pouvoir rien faire pour contrer les effets néfastes de ces plateformes en termes de propagation des contenus discriminatoires. Donc, cette autocensure entrave leur potentiel d'engagement sur les questions numériques. Donc, aujourd'hui, il est capital que les associations prennent conscience de la pertinence de leurs perspectives et de l'enrichissement qu'ils peuvent apporter leur expérience dans l'utilisation du numérique. D'abord, Swazik Peniko, je vous la présente rapidement. Swazik est chercheuse et consultante spécialisée dans les effets de l'intelligence artificielle sur les droits humains. Elle enseigne à Sciences politiques Paris et travaille auprès des associations, des fondations et des institutions publiques. Bonjour à toutes et tous. Comme l'a dit Erika, moi je m'appelle Swazik Peniko et l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de faire un peu le jour sur les mécanismes qui sous-tendent nos fameux réseaux sociaux. Et avant de commencer, je vous propose, pendant que vous êtes aussi en train de vous présenter, un petit sondage avec 3 questions. Vous allez pouvoir voter directement dans Zoom. Les questions sont affichées à l'écran, je vous les lis. La première, c'est certains groupes sont mieux traités que d'autres par les entreprises des réseaux sociaux. La deuxième, c'est les réseaux sociaux ne font que reproduire les discriminations qui existent hors ligne. Et la troisième, c'est les associations n'ont aucun pouvoir face aux entreprises des réseaux sociaux. Donc vous pouvez prendre quelques secondes pour voter. Ce n'est pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ou en tout cas, n'hésitez pas à juste choisir les options qui vous parlent le plus. Donc je pense que vous voyez les résultats. On a 91% des gens qui disent que certains groupes sont mieux traités que d'autres par les entreprises des réseaux sociaux. On est un peu plus partagé sur la reproduction des discriminations hors ligne en ligne. Je vous trouve déjà très optimiste et combattantes. Je suis très heureuse. 90% des répondantes ne sont pas d'accord et pensent que les associations ont du pouvoir face aux entreprises des réseaux sociaux. Spoiler, je suis d'accord avec vous. Et ça commence par la connaissance et comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, le sujet du jour, ça va être les mécanismes techniques et financiers qui sous-tendent les réseaux sociaux, mais surtout, on va parler du fait que ces mécanismes-là, bien qu'ils paraissent techniques, sont avant tout humains, puisque à chaque étape, il y a des humains qui prennent des décisions et qui donc vont influencer la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. La deuxième chose, de quels réseaux sociaux on parle? On va parler aujourd'hui des plateformes qui permettent la création et le partage de contenu par des utilisateurs et utilisatrices, et plutôt les grosses plateformes. Donc, je pense à Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, maintenant X, TikTok, LinkedIn éventuellement. À noter qu'il y a des plateformes qui sont plus petites, comme Telegram, Discord, Twitch, et qui sont très importantes dans la montée de la haine en ligne, dans la propagation des discriminations
en ligne et aussi hors ligne, mais dont on va moins parler aujourd'hui parce que c'est pas exactement les mêmes mécanismes techniques qui sous-tendent ces plateformes. La dernière chose que je voulais dire, c'était que ces webinaires sont aussi pensés pour mettre en commun des connaissances. Donc, si vous avez des ressources, des idées, des choses que vous voulez partager dans le chat, n'hésitez pas. Je pense que ça peut servir à tout le monde et on a plein de personnes qui connaissent déjà des choses aujourd'hui. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager dans le chat. Alors, pour poser un peu le cadre, quand on dit réseaux sociaux et discrimination, de quoi on parle? Je vais commencer par vous donner quelques chiffres et quelques faits. Comme ça, on sera tous et toutes sur la même page. Euh, une chose à savoir, c'est que les groupes minorisés, donc ça va être les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, les personnes en situation de handicap et toutes les personnes migrantes, pour n'en citer que quelques-unes, sont plus fréquemment victimes de cyberviolence que les autres. Je vous renvoie à une enquête d'Ipsos menée pour le collectif féministe contre le cyberharcèlement. 85% des personnes LGBTQIA+ ont été victimes de cyberviolence. 71% des personnes racisées l'ont été, contre 40% pour la population générale. Donc on voit déjà que là, première information à retenir. La deuxième chose, sur les réseaux sociaux, on a des contenus qui perpétuent des stéréotypes sexistes et racistes. Là, je vous renvoie au rapport annuel du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2023 et aussi à un rapport en anglais de l'association Glitch, qui est une association britannique qui a étudié les stéréotypes concernant les femmes noires sur les réseaux sociaux, avec donc une perspective intersectionnelle très importante à avoir pour ces sujets. On sait aussi que les discours de haine ont des effets au-delà des réseaux sociaux. Et notamment, Amnesty a publié plusieurs rapports sur les effets des contenus haineux sur Facebook sur 2 génocides, en 2022 sur les Rohingyas et je crois en 2023 en Éthiopie. On sait aussi que au-delà des contenus qui sont diffusés, il y a aussi des enjeux de modération. On sait que la modération sur les réseaux sociaux affecte plus les groupes minorisés que d'autres. Et là, l'association allemande Algorithm Watch a en 2020 montré que les contenus postés par des personnes identifiées comme noires ou comme gays étaient considérés comme plus toxiques que d'autres contenus par un outil de Google qui s'appelle Perspective. Voilà, donc constat très réjouissant. Je vous ai aussi mis un schéma qui montre les différentes victimes de discours de haine d'après un rapport de la Commission européenne sur donc les plus grandes plateformes. Et on voit qu'on a beaucoup d'antiziganisme, beaucoup de haine en rapport avec l'orientation sexuelle et aussi de la haine xénophobe et anti-migrant. Ok, bon, maintenant qu'on a fait ces constats très réjouissants, on peut se dire en quoi les plateformes jouent un rôle. Ce que je voudrais rappeler, c'est que bien sûr, il y a des mécanismes individuels, il y a une responsabilité étatique, mais aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux dans ces constats et dans cette diffusion des discriminations et de la haine en ligne. Je prends l'interface de Twitter. C'est une capture d'écran que j'ai faite pour illustrer plusieurs endroits où les plateformes vont pouvoir diffuser ou modérer du contenu. J'en ai pris que 5, il y en a plein d'autres, mais vous voyez qu'en haut à gauche, vous avez une partie pour rechercher des contenus. Donc, c'est un point d'entrée pour des contenus. Vous avez à droite des tendances, un autre point d'entrée. Vous avez aussi des publicités. Vous avez des contenus qui sont recommandés, donc qui apparaissent sur mon fil d'actualité. Et vous avez une partie modération. Donc, quand vous cliquez sur le contenu, sur les 3 petits points, vous pouvez signaler le contenu. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur 2 mécanismes. Et déjà, je pense que je ferai très vite. Mais c'est des mécanismes qui sont importants parce que, d'une part, la modération, on a souvent tendance à penser à la modération quand on pense à la discrimination en ligne et c'est un aspect très important. L'aspect recommandation est aussi important parce qu'en fait, c'est la manière principale dont les utilisateurs et utilisatrices vont avoir accès au contenu sur les plateformes, beaucoup plus que la barre de recherche, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc, j'en toucherai 2 mots après.
Et je précise aussi que je vais me focaliser uniquement sur les algorithmes. Il y a en réalité plein d'autres choix de design, donc de conception des plateformes que les réseaux sociaux mettent en œuvre, mais on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Vous pourrez bien sûr, s'il y a une pression populaire, nous pourrons organiser de multiples séances sur toutes ces questions. Ceci étant dit, passons brièvement à la modération de contenu. Alors, on va recommencer. Alors là, vous pouvez répondre, mais vous pouvez aussi réfléchir dans votre tête. Je vais vous poser la question entre l'image de gauche et l'image de droite. Donc l'image de gauche qui représente une femme euh, en vêtements de sport en train de faire du sport, et l'image de droite qui représente un homme en vêtements de sport en train de faire du sport. Laquelle vous trouvez la plus osée? Et la deuxième question, c'est laquelle vous pensez que un outil d'intelligence artificielle a considéré comme la plus osée? Alors, vous pouvez répondre dans le chat si... Ah, on ne peut pas... Quelqu'un me dit on ne peut pas écrire dans le chat. Eh Exactement. bien, eh Pardon. bien, Ouais. Mais ne on peut répondez pas. écrire. Non, si, Swazik. Tout le monde peut répondre dans l'icône QA, qui est question-réponse en anglais. Là, tout le monde peut Ah, interagir. très bien. Erika, on accepte que les gens interagissent sans poser de questions? C'est OK? Oui, bien Ils le sûr. veulent? Très Bien bien. sûr. Donc, n'hésitez pas, sinon vous y réfléchissez. Euh, je vais vous donner la réponse tout de suite, de toute façon. C'est la femme, l'image de cette femme qui fait du sport en brassière et en short a été considérée par les intelligences artificielles de Google et de Microsoft comme osée avec un score de 5 sur 5 ou de 97% pour Microsoft, alors que l'image de cet homme a été considérée comme osée avec un score de 2 sur 5 et 1% pour l'IA de Microsoft qui, elle, vraiment ne voit aucun souci. Pourquoi je mentionne ça, c'est on va en parler après. Ça illustre de manière assez imagée les biais des intelligences artificielles dans la qualification de contenu en fonction du genre. Et ça, c'est issu d'une enquête menée par deux journalistes pour le journal britannique The Guardian. Alors, pourquoi on parle de tout ça? Je vais je vais reprendre un peu de hauteur. On est aujourd'hui dans ce que le sociologue Carlton Gillespie appelle l'ère de la modération industrielle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu sur Internet, sur les réseaux sociaux notamment, que on est passé d'une modération qui pouvait être plus artisanale ou plus communautaire, par exemple sur Wikipédia, qui a d'autres moyens de fonctionner, à sur les plateformes de réseaux sociaux, une modération qui va être majoritairement automatisée, industrialisée, en tout cas standardisée. Et ça va être important pour la suite. Comment ça fonctionne? D'abord, ça commence par euh, des règles. Ça s'appelle les règles de la communauté. Alors là, je vous ai mis sur sur l'écran les règles de la communauté de Instagram et les règles de la communauté de TikTok, qui sont donc en accès libre. Vous pouvez les trouver, il faut un peu chercher quand même, hein, je précise. Qui spécifie, par exemple là, c'était sur les règles en lien avec la nudité. On peut déjà voir que ces règles sont différentes selon les plateformes. Donc tout commence par ces règles. Et ensuite, l'idée, ça va être de se dire, bon, bah, avec tous les contenus qui arrivent chaque seconde sur les réseaux, comment on fait pour que ces règles soient respectées? Ce que les plateformes ont mis en place, c'est un mécanisme en plusieurs étapes. Première étape, c'est avant la publication. Donc là, vous voyez, vous avez une petite icône qui représente un contenu. Donc par exemple, une image sur Instagram. Mettons l'image de la femme qui faisait du sport juste avant. Quand un utilisateur ou une utilisatrice va vouloir poster cette photo sur la plateforme, la photo va passer par un filtre automatique, donc petit pictogramme d'ordinateur, qui va analyser si ce contenu contrevient ou non aux règles de la communauté. Là, il y a deux solutions. Soit l'algorithme, donc le programme informatique, identifie directement que ça contrevient aux règles de la communauté. Et là, comme il y a une violation, il peut y avoir différents types de décisions. Et j'y reviendrai juste après. Soit cet algorithme n'arrive pas à avoir un degré de euh, sûreté, ou en tout cas n'arrive pas à être sûr
que ce contenu contrevient ou non. Et dans ces cas-là, le contenu peut aussi être modéré par une personne humaine, qui peut aussi décider de le retirer ou non, ou en tout cas de prendre un certain nombre de décisions. Les décisions, on pense souvent à on enlève le contenu ou on laisse le contenu en ligne. Il y a en réalité plein de décisions intermédiaires, notamment la dépréciation du contenu. Ça va être par exemple rendre le contenu moins visible dans votre fil d'actualité, ou bloquer le compte de la personne tout court, ou retirer de la visibilité au compte. C'est ce qu'on appelle souvent le shadow banning. Ça, c'est peut-être quelque chose dont certains et certaines d'entre vous ont déjà fait l'expérience. Donc on voit, il y a déjà des algorithmes, parfois des humains, qui peuvent décider qui peuvent décider que le contenu viole les règles. Également, souvent, les contenus, ou en tout cas, il y a des contenus qui passent ces règles-là, qui apparaissent sur les réseaux. Et là, il y a une deuxième manière pour que les contenus soient détectés, c'est par des signalements utilisateurs. Et là, on repasse par le même système où il y a un signalement utilisateur qui passe par un filtre algorithmique. Si le filtre algorithmique a besoin d'une vérification humaine, c'est le cas. Et ensuite, l'humain identifie ou non s'il y a une violation ou non. Donc on voit qu'on est sur un système qui est assez complexe et qui repose également beaucoup sur des systèmes automatisés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que le degré d'automatisation dépend des plateformes. Alors là, je vous ai mis un schéma, vous n'avez pas besoin de le lire en entier, il est un peu, il est un peu dense, mais c'est pour vous montrer par exemple que Facebook est sur de la détection presque 100% automatisée, mais en revanche, la décision est beaucoup plus humaine. Vous voyez, Facebook, il est en bas à droite du graphe. À l'inverse, Pinterest ou Twitter, d'après eux, d'après leur propre rapport, sont sur une détection et une décision beaucoup plus manuelle. Il faut savoir que c'est des données qui viennent des plateformes elles-mêmes, donc on peut ne pas trop leur accorder autant de crédit que... Enfin, faut les regarder avec un peu de prudence. À l'inverse, TikTok est presque uniquement automatisé à la fois dans la détection et à la fois dans la décision. Il n'empêche que ces mécanismes-là, ils sont, en tout cas d'avoir des algorithmes qui vont identifier si les contenus violent les règles, ils sont présents sur toutes les plateformes. Pourquoi c'est important pour nous aujourd'hui? Parce que il va y avoir plein de biais qui vont s'infiltrer dans ces algorithmes. Alors, pour rappel, un algorithme, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que vous allez avoir un programme informatique dont l'objectif va être de faire une prédiction. Cette prédiction, ça va être est-ce que le contenu, ou en tout cas une qualification qui va être de dire est-ce que ce contenu viole les règles de la plateforme ou pas. Et comment cet algorithme va-t-il être entraîné? Eh bien, on va lui présenter beaucoup de contenus qui ont violé les règles de la plateforme. Et à partir de toutes ces données, on va lui proposer, l'algorithme va inférer des critères. Donc, on ne va pas lui dire directement les critères, il va inférer des critères qui va faire que quand on lui propose une nouvelle photo, il va être capable de la classifier directement dans viol ou ne viole pas. Et dans viol ou ne viole pas, ça peut être c'est de la désinformation, c'est un contenu haineux, il y a de la nudité, etc., etc. Est-ce que si c'est pas clair, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les questions-réponses. Il y a une question sur où se trouverait Twitch sur le schéma et la réponse c'est je ne sais pas, mais on pourra en discuter et on note la question. Donc, on a ce système d'algorithmes qui sont entraînés sur des contenus. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire et qui les entraîne en fait? Et ce que je voudrais rappeler, ce qui est super important, c'est que on parle à longueur de journée d'algorithmes, d'automatisation, mais s'il y a une chose dont il faut se souvenir, c'est qu'en fait, on ne parle que de personnes humaines qui font des choix. Premiers humains derrière la modération, il y a celles et ceux qui entraînent les algorithmes, c'est-à-dire les personnes qui vont manuellement constituer le jeu de données, c'est-à-dire dire cette photo qu'on me présente viole les règles de la communauté, cette photo qu'on me présente ne viole pas les règles de la communauté. Donc ça, c'est les premières personnes, les personnes qui entraînent les algorithmes.
Ensuite, on va aussi avoir les personnes qui vont modérer les contenus que l'algorithme ne va pas avoir été capable de modérer soi-même. Deuxième type de personne. Le troisième type de personne qu'on mentionne moins et dont il faut se rappeler, c'est les personnes qui décident des règles de la communauté, c'est-à-dire quel degré de nudité on va autoriser, ça c'est une règle, et qui décident aussi des ressources allouées, c'est-à-dire combien d'argent on va mettre dans la modération, qui va modérer les contenus, et quelles vont être les conséquences, par exemple, si un contenu viole les conditions d'utilisation. Donc ça, c'est aussi des personnes qui sont souvent des ingénieurs et qui sont mieux payés que les personnes qui entraînent les algorithmes dans les entreprises de réseaux sociaux et qui font des choix humains. Donc on n'est pas sur des machines qu'on ne comprend pas du tout, qu'on ne peut pas maîtriser. On est aussi sur des politiques des plateformes. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Maintenant qu'on a dit ça, pourquoi c'est important de dire qu'il y a des humains derrière la modération? C'est important parce que toutes ces personnes vont imprimer leur propre biais et leur propre représentation dans les décisions qui sont prises. Je vais vous donner plusieurs exemples. Euh, le premier, c'est il peut y avoir un biais dans les données qui vont permettre d'entraîner ces algorithmes. Et là, je vais prendre le cas des contenus qui concernent la Palestine, euh, à la fois cette année en 2023, mais aussi dès 2021. Parce qu'en 2021, Meta, donc Facebook et Instagram, avaient commandé un rapport pour identifier les conséquences sur les droits humains de ces politiques par rapport à ce qui se passait en Palestine. Et ce rapport avait déterminé que l'algorithme de classification en langue arabe, c'est-à-dire l'algorithme qui permet d'identifier les contenus haineux, présentait des taux d'erreurs plus importants en arabe palestinien que dans d'autres dialectes arabes. Et donc ça a fait que les contenus sont euh, mal modérés. Il y a des erreurs, il y a des contenus qui sont surmodérés, des contenus qui sont sous-modérés. Pour le cas des contenus en arabe palestinien, c'est souvent des contenus qui sont surmodérés. Pareil en 2023, donc plus récemment, vous l'avez peut-être vu passer, dans la bio de certains utilisateurs palestiniens, Instagram avait ajouté le mot terroriste soi-disant à cause d'un bug. Mais en fait, pourquoi il y a tous ces bugs et pourquoi il y a ces erreurs? C'est notamment parce que il y a moins de il y a les données qui sont utilisées pour entraîner les algorithmes ne sont pas adaptées, dans le sens où il n'y a pas assez de données en arabe palestinien, donc les algorithmes ne peuvent pas arriver à un taux d'efficacité suffisant pour être efficaces pour ces contenus. Ça, c'est un premier biais. Le deuxième biais qu'il peut y avoir dans les données, c'est dans l'annotation de ces données, la classification. Donc là, vous avez vu, avant, c'était pas assez de données. Là, ça va être, peut-être on a assez de données, mais en fait, ces données, il va quand même y avoir des biais humains. Comment ça se fait? Je reprends cette image de la femme et de l'homme qui font du sport dans des tenues un peu courtes, avec la femme qui est considérée comme beaucoup plus osée que l'homme. Et ben là, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont labelliser les cas, c'est-à-dire qu'ils vont regarder la photo de la femme et dire oui, ça c'est osé, non, c'est pas osé, ou la photo de l'homme et dire oui, osé, non, c'est pas osé, il se peut qu'elles aient leur propre représentation, notamment ici des représentations sexistes, sur qu'est-ce qui fait qu'une femme est en tenue osée ou pas. Et donc ça, même si on a une politique écrite qui dit quelque chose qui semble neutre entre les hommes et les femmes, les personnes qui annotent vont finalement entraîner l'algorithme à considérer que les contenus qui concernent les femmes sont beaucoup plus osés que d'autres. Et ça a des conséquences très importantes. Par exemple, l'image de droite, c'est une image d'une campagne de santé publique sur la détection du cancer du sein dans un pays anglo-saxon. Je crois que c'est le Royaume-Uni, si je ne m'abuse, où l'intelligence artificielle de Google considère que cette photo viole et présente une nudité trop osée. Et donc, on a quand même des conséquences très importantes sur ces biais qui peuvent paraître peut-être minimes au départ. Peut-être que vous aviez déjà entendu parler de ces histoires de biais dans les données. Il y a autre chose dont je voudrais parler, et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est qu'au-delà des données, on parle de choix qui sont politiques. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, je reprends sur l'exemple sur la modération en langue arabe. Donc, avant, on a parlé des algorithmes de classification de contenu en arabe palestinien. Là, je vais vous parler des personnes qui modèrent les contenus sur les réseaux sociaux. Dans
des documents internes de Facebook qui ont été révélés par une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen. On a découvert que les modérateurs et modératrices de ces contenus sont le plus souvent au Maghreb et donc sont incapables, en tout cas beaucoup moins capables, de modérer des contenus qui sont dans des dialectes autres que l'arabe du Maghreb. Ça, c'est un choix de Facebook. Facebook pourrait tout à fait choisir d'avoir des modérateurs et modératrices de plusieurs dialectes arabes et ne le fait pas. Donc là, on n'est pas sur un biais dans les données, on est sur un biais politique et économique. On le retrouve aussi, et là c'est encore Facebook, on a beaucoup d'informations sur Facebook parce qu'il y a eu justement cette fuite de données. On sait aussi que Facebook octroie plus ou moins de réponses selon les langues et les pays. Et par exemple, en Éthiopie, où il y avait un génocide, Facebook n'avait aucun classificateur automatique de haine, aucune équipe de fact-checkers, très peu de modération. Et ça aussi, c'est un choix politique. On sait aussi que, au-delà des algorithmes, en tout cas, une fois que il y a un autre choix politique qui est une fois qu'un contenu est classifié ou non, quelle décision on va prendre. Et récemment, c'était la semaine dernière, l'association Jewish Voices for Peace a mis en exergue sur Instagram que Instagram restreignait désormais le contenu politique par défaut et que donc si vous voulez voir des contenus qui concernent des choses politiques, il faut réenclencher le petit bouton. Et ça, c'est des choses que les plateformes font, les plateformes changent sans nous le dire, qui n'ont pas de rapport avec comment les algorithmes sont entraînés, mais qui ont vraiment un rapport sur quelles conséquences on va donner à des contenus qu'on identifie comme politiques ou non. Et donc ça, je veux le rappeler vraiment parce qu'on dit souvent que les algorithmes reproduisent des biais qui sont dans la société, mais c'est pas uniquement ça. C'est des choix politiques qui vont au-delà des biais qui existent dans la société. Ceci étant dit, on pourrait aussi se poser la question de pourquoi les plateformes modèrent. Alors là, j'ai un mini quiz que je vais faire Soisic, de ouais, manière Soisic, pardon de extrêmement rapide. Ouais, voilà, Oui, parce que le temps est tout écoulé, à fait. donc Et j'ai tout à fait fini dans tout à fait, super, 2 slides. Ça te d'accord, va, Erika? très bien. En fait, je vais vous donner la réponse tout de suite. Euh, et vous le savez déjà, mais les plateformes modèrent à la fois à cause d'obligations légales, de plus en plus, mais surtout pour que les annonceurs continuent de les rémunérer. Parce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent grâce aux publicités qui apparaissent sur les plateformes. Facebook, en 2022, c'était 98% de ces 120 milliards de chiffre d'affaires qui venaient de la publicité. Et c'est la seule raison pour laquelle les plateformes modèrent. Elles ont quand même intérêt à modérer. On l'a vu quand Twitter a arrêté de faire de la modération sur les réseaux sociaux. On a quand même des annonceurs qui se sont retirés. Donc, il y a un intérêt à modérer, bien sûr, mais elles ne le font pas nécessairement par gaieté de cœur. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun intérêt à modérer, mais elles modèrent pour les publicitaires et pour les régulateurs. Et donc là, on arrive à ces mécanismes économiques et c'est ce sur quoi il faut se concentrer si on veut vraiment avoir un impact sur la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent. Juste avant de finir et de passer la parole à Boussé, je voulais mentionner la partie recommandation de contenu dont on parle moins. C'est juste la manière dont les contenus sont diffusés sur les plateformes. Donc là, pas la modération, mais les contenus qui vont apparaître sur vos réseaux. Et alors, je vais faire très vite parce que je n'ai plus le temps. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que, encore une fois, on utilise des algorithmes. C'est juste que les critères qu'on va proposer aux algorithmes, en fait, ça va être des algorithmes différents de ceux de la modération. Mais là, ce qu'on va dire aux algorithmes, c'est on a besoin que vous calculiez la probabilité que la personne clique sur ce contenu ou regarde ce contenu. Et donc, on va lui proposer beaucoup de contenu que la personne a déjà regardé ou sur laquelle elle a déjà cliqué. Et les nouveaux contenus vont se voir attribuer un score. Et plus le score est haut, plus les contenus vont se retrouver haut dans le fil d'actualité ou dans le fil TikTok ou dans les recommandations YouTube de la personne. Le problème de ça, et je le mentionne très très rapidement, Erika, j'ai conscience que je suis en train de dépasser mon temps, c'est qu'on utilise des métriques qui s'appellent implicites, c'est-à-dire que vous ne dites pas si vous êtes intéressé ou pas par le contenu, vous le regardez. Et donc, vous pouvez passer du temps dessus parce que vous êtes en colère. Vous pouvez passer du temps dessus parce que vous n'êtes pas d'accord. Et tout ça, ça va créer
ça va faire en sorte que les contenus qui génèrent le plus de réactions, même si c'est des réactions négatives, sont les contenus qui sont les plus mis en avant. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une fatalité. On pourrait choisir d'utiliser d'autres critères. Par exemple, des contenus que les gens trouvent intéressants, des contenus que les gens trouvent pertinents. Le problème, c'est de se reposer sur ce qu'on appelle les critères implicites, donc les actions que vous faites sans dire pourquoi. Et c'est ça qui crée tous ces mécanismes toxiques sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter ici. J'espère que c'était clair et sinon on pourra le faire on pourra aborder tout ça dans les questions. En tout cas, merci beaucoup et puis à tout à l'heure et je passe la parole à Boussé. Je m'appelle Razia Boussetchetin et je suis chercheuse et consultante dans le domaine de l'impact et l'éthique et la gouvernance de l'IA et je suis responsable de policy et communication chez AI Forensics. Et je vais vous parler d'abord de ce qu'on fait chez AI Forensics et pourquoi c'est pertinent sur les sujets dont on a parlé aujourd'hui avec Swazik. AI Forensics, c'est une organisation. Ah, avant de commencer, juste, je voulais préciser quelque chose. C'est que, comme vous pouvez constater, le français, c'est pas ma langue maternelle et j'ai l'habitude de travailler sur ces sujets plutôt en anglais. Du coup, je m'excuse auparavant si je fais des anglicismes. Et si vous comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à le dire dans le Q&A. Et AI Forensics, c'est une organisation à but non lucratif européenne et qui enquête des algorithmes influents et opaques et on mène des investigations techniques indépendantes de haut niveau pour découvrir justement et exposer les préjudices causés par les algorithmes des plateformes dont on a parlé un petit peu aujourd'hui avec Swazik aussi. Et juste pour vous présenter un petit peu comment on fonctionne et qu'est-ce qu'on fait. Alors, on peut penser de nous un peu comme des détectives du numérique, si vous voulez, parce que notre mission, c'est d'appliquer des méthodes innovantes pour découvrir les violations des droits numériques et de fournir des informations pour aider à façonner les politiques réglementaires. Euh, et pour ça, d'abord, on collecte des preuves, c'est-à-dire des données. C'est ce qu'on appelle des audits algorithmiques. Et ces audits sont toujours basés sur des données et ces données dont on a besoin ne sont pas généralement mises à disposition par les plateformes parce que c'est pas dans leur intérêt. Et du coup, c'est ce qu'on fait, c'est on développe des outils, des logiciels libres qui nous permettent d'imiter le comportement des utilisateurs et de collecter des données sur l'algorithme de façon automatisée en utilisant des méthodes qu'on appelle le sock puppeting, le scraping ou le don de données de la part des utilisateurs. Et ces approches qu'on appelle adversariales nous permettent d'être totalement indépendants des plateformes et de garantir l'intégrité des données. Et avec ces données, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit des méthodologies, enfin on utilise une approche quantitative et qualitative en utilisant une expertise sociotechnique pour faire sens de données et justement les analyser et trouver des instants de violation des droits numériques. Et une fois qu'on aura analysé les données, bah, on commence à collaborer avec les médias et aussi les policymakers, euh, je, voilà, je ne sais pas Les, comment les... dire. Oui, Les décideurs Ouais, politiques. des c'est décideurs ça. politiques, merci beaucoup, avant de sensibiliser l'opinion publique et de mettre, de faire en sorte que notre expertise et les preuves qu'on a trouvées profitent pour renforcer ou créer des politiques réglementaires efficaces dans l'intérêt public. Alors, et aujourd'hui, je vais prendre deux cas d'études deux investigations, deux enquêtes qu'on a menées sur TikTok, YouTube et Bing Chat. Vous allez voir que c'est très concentré sur les élections parce que 2024, c'est une grosse année pour les élections dans le monde et nous avons les élections européennes qui approchent très, très vite. Dans ces deux cas-là, on va regarder les plateformes, enfin les réseaux sociaux, mais aussi d'un phénomène dont je suis sûre que vous avez tous entendu parler, ce qui est l'IA génératif, ChatGPT, Large Language Models, etc., etc. Parce qu'on est en train de voir une tendance, une dynamique, une émergence
l'intersection des l'IA générative, les moteurs de recherche comme Google, Bing, dont on va parler, et aussi les réseaux sociaux. Et je trouve que les élections, c'est un cas très, très important pour être au courant de comment fonctionnent ces technologies et quelles sont leurs limites. Et dans le premier cas d'étude, on va parler des élections présidentielles françaises de 2022. Et on a étudié TikTok et YouTube avant le premier tour des élections, justement pour promouvoir la transparence et l'équité dans l'ère numérique. On a mené 2 audits où on a collecté des données pendant 4 mois avant les élections. Et notre analyse a révélé des variations significatives de la visibilité qui ne correspondaient pas toujours aux intentions de vote du public. Et c'est une conclusion dont on va examiner de plus près tout à l'heure, mais quelque chose qui fait écho à c'est ce que Soazic disait aussi. euh, Quel type de contenu euh, est promu sur les réseaux sociaux et en quoi ou dans quelle mesure en fait ça se traduit dans les vraies intentions de de l'opinion publique, de vote du public, etc. Et c'était une étude aussi utile pour pouvoir justement voir les distinctions notables entre les deux plateformes, les plateformes vidéo sur lesquelles on passe beaucoup, beaucoup de temps, surtout TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des articles dans les mois derniers qui disaient que les jeunes utilisaient à commencer TikTok justement à la place de Google pour enfin, pour faire des recherches, comme un moteur de recherche. Et YouTube aussi, c'est une plateforme, vous savez, très, très utilisée. Et on a essayé de s'interroger on sait que dans les médias traditionnels, comme la télévision et la radio, il y a cette notion de prise de parole et du temps d'antenne qui est réglementé, encadré par l'ARCOM. Et cette notion n'existe pas pour les réseaux sociaux qui ont quand même un impact très, très important sur l'opinion publique et sur le débat civique. C'est pour ça que c'est ce qu'on a fait. On a lancé de façon automatisée des recherches de termes neutres comme élection présidentielle, élection française, etc. sur YouTube et TikTok avec 10 termes plus précisément. Pendant 4 mois, tous les jours et toutes les semaines, on a collecté les vidéos qui ressortaient et on a essayé de regarder quels étaient les candidats qui étaient les plus mentionnés et comment ils étaient, entre guillemets, couverts et quel type de contenu était plus présent sur quel réseau. Déjà, un constat très important, c'est que, comme vous savez, les plateformes, enfin, ou les réseaux sociaux ont d'habitude tendance à se présenter comme des plateformes ou des applications de divertissement, de entertainment. Enfin, c'est ce que disait, par exemple, TikTok, et comme s'ils n'ont pas une portée politique forte et importante. Mais c'est ce on a vu que, par exemple, le contenu lié aux élections françaises de 2022 avait été visionné plus d'1 milliard de fois sur TikTok. Du coup, ça devient vraiment très difficile de nier l'impact que ces plateformes ont sur notre vie démocratique. Et quand on regarde aussi les types de contenus, le rouge montre YouTube et le vert TikTok, on voit que sur YouTube, on a principalement du contenu politique provenant des acteurs médiatiques d'acteurs médiatiques institutionnels, comme des chaînes de télévision et des radios, euh, un taux qui remonte à plus de 80%, alors que sur TikTok, il ne représente qu'un faible pourcentage de contenu, moins de 10%, et le contenu, la majorité de contenu qu'on voit est généré par des utilisateurs. Et quand on regarde aussi quels sont les candidats au cours de notre période de collection de données qui sont plus mentionnés dans les vidéos que l'on a collectées, analysées de façon enfin, quantitative et qualitative, en regardant aussi à la fois une par une comment les candidats sont représentés, etc. On voit que les candidats à la présidence n'étaient pas représentés de manière générale dans les résultats de recherche sur YouTube et plus encore TikTok. Dans l'ensemble, la présence des candidats sur TikTok était plus volatile
Et la recherche montre que cette fluctuation peut être partiellement expliquée par des caractéristiques propres à la plateforme. La représentation plus égale des candidats sur YouTube est en partie due à la politique de promotion des voix autorisées sur YouTube, et qui respecte la loi sur le temps d'antenne que je mentionnais. TikTok semble être moins contrôlé dans ce sens et semble être guidé uniquement par l'engagement et les dynamiques dont Swazik a parlé à travers son algorithme. Ici, on peut voir, par exemple, les candidats qui sont les plus mentionnés dans les enquêtes search sur YouTube. Euh, et quelque chose qu'on observe, c'est aussi que la popularité des candidats sur les réseaux sociaux ne se traduit pas directement dans les intentions de vote. On voit que, par exemple, en général, Éric Zemmour est largement représenté ou visibilisé, tandis qu'il a obtenu, si je ne me trompe pas, 7% des votes. Ou aussi, par exemple, la popularité de Lassalle a été enregistrée comme étant plus élevée que celle de Mélenchon dans cette analyse, mais c'est pas reflété de la même manière dans les résultats des élections. La différence entre les plateformes se remarque avant tout dans la couverture différente des candidats et c'est illustré aussi par le nombre de vidéos dans lesquelles le premier et le second candidat apparaissent. Sur YouTube, la différence entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour est un peu plus limitée et sur TikTok, on voit que la différence est encore plus marquée. Et de ça, on peut dire qu'il y a une couverture quand même biaisée des candidats. Et les candidats qui ont un discours beaucoup plus polarisant ont aussi tendance à être plus promus dans les réseaux. Et comme on parlait de la modération, c'est très importante, mais ce n'est qu'une partie des dynamiques importantes des réseaux sociaux. Et la partie qu'on voit un petit peu moins, peut-être on parle aussi, on devrait parler un peu plus aussi, c'est la partie de promotion, enfin de recommandation, quel type de contenu est promu, quel type de contenu est invisibilisé. Et on voit aussi les différents, enfin les dynamiques qui confirment justement les business models centrés sur l'engagement dont Swazik a parlé, confirmés à travers cette étude. Et si je continue toujours dans le contexte des élections, mais cette fois-ci, c'est des élections suisses et allemandes de 2023. Cette fois-ci, on a voulu regarder Bing Chat et je vais parler de ce que c'est Bing Chat dans un instant. Euh, mais 2023 a, a marqué vraiment une grande popularité des systèmes de l'IA dite générative, comme je pense l'exemple le plus connu, c'est ChatGPT. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas entendu parler de cette plateforme qui a obtenu, je pense, plus d'1 million d'utilisateurs dans un délai très court, un record parmi les outils technologiques qu'on a jusqu'ici. Et vu qu'il y avait aussi beaucoup de promesses, un petit peu aussi, on peut dire, déproportionnées, ou beaucoup de confiance accordée à ces systèmes parce ils paraissent neutres, ils paraissent techniques, mais du coup, on a voulu aussi mener une enquête indépendante sur ces systèmes-là et on s'est concentré sur Bing Chat. Et maintenant, ça s'appelle plus Bing Chat, ça s'appelle Microsoft Copilot. Euh, et juste pour vous expliquer euh, ce que c'est. Alors, c'est un outil d'IA conversationnel lancé par Microsoft en février dernier. Et ce qui fait de cet outil important ou différent de, par exemple, ChatGPT, qui est accessible et gratuit, c'est que cet outil, ce chatbot est intégré au moteur de recherche de Microsoft Bing. Bing, vous savez, c'est un moteur de recherche comme Google.
Et les utilisateurs sont autorisés à générer 5 messages sans être connectés, sans avoir un compte. Et si vous voulez générer plus de réponses, vous pouvez avoir un compte. Et en fait, le système opère sur GPT-4 de OpenAI, qui est le même modèle Large Language Model euh, qui est basé, enfin, qu'on utilise chez ChatGPT. Mais ce qui est important, c'est que sur ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez utilisé ou vous l'avez vu, euh, on nous indique que les données qui sont utilisées pour entraîner l'algorithme viennent jusqu'à 2022 ou 2020-2022, quelque chose comme ça. Je me souviens pas exactement de la date exacte, mais du coup, on sait que le chatbot n'a pas accès aux données actuelles et updatées de façon régulière, sauf que pour Bing Chat ou Microsoft Copilot, c'est le cas. Et on a voulu essayer de comprendre en fait si, comme citoyen qui n'a pas d'informations, qui veut avoir des informations sur les élections, sur les candidats, sur les procédures, enfin sur des informations assez basiques en fait, et qu'on posait la question au chatbot qui est connecté à Internet à travers Bing quel genre de réponses on recevait et si on pouvait faire confiance à ces réponses. On a posé des questions comme quels sont les candidats au Conseil national lors des prochaines élections suisses dans le canton X, par exemple. Des réponses, enfin des questions assez simples, si vous voulez. Et comme, je ne sais pas si j'avais précisé, mais on s'est concentré sur les élections fédérales suisses et les élections régionales allemandes de Hesse et Bavière comme étude de cas, parce que c'était les premières élections euh, qui ont pris place, après le lancement de Bing Chat. Et on pense que, par exemple, la Suisse, c'est un cas d'étude assez intéressant pour étudier parce que c'est une démocratie directe multilingue et la population suisse est appelée à voter au moins 4 fois par an au niveau national, cantonal et communal. Du coup, l'accès à l'information est vraiment très important comme dans toutes les autres démocraties. Euh, alors, la plus grande, euh, ok, la conclusion la plus importante qu'on a eue, ce qui nous a pas mal choqué, c'est que plus de 30% des réponses sont fausses. Euh, plus de aussi 39% des réponses en général qu'on a collectées, aussi qu'on a étudiées avec des experts de contextes locaux, sont des réponses évasives, enfin enfin, des réponses qui évitent de répondre à la question. Et on pourrait penser que c'est une bonne chose parce que le chatbot ne répond pas à des questions sur un sujet aussi important et sensible, mais on a vu que justement ces mesures n'étaient pas appliquées de manière égale et cohérente. Et aussi, le chatbot pouvait citer des sources autoritatifs comme les médias ou les liens des services publics, les liens des autorités publiques, et tout en synthétisant la réponse textuelle de façon totalement erronée. Et il a inventé aussi des histoires sur les candidats. Quand on lui posait des questions, par exemple, comme quel est le scandale dont le candidat X a été impliqué, etc., le chatbot nous donnait une histoire totalement fictive, par exemple. Quelque chose d'autre qu'on a constaté qu'on trouve important, c'est que le chatbot est moins performant dans les langues autres que l'anglais. Ici, on peut voir la répartition des réponses évasives, des salles d'erreur et celles qui sont exactes, qui diffèrent légèrement selon la langue et le pays par rapport aux statistiques globales. Mais on voit très bien que le français, qui est une des langues officielles de la Suisse, où il y a en fait un grand taux de réponses évasives euh, comparé par exemple à l'anglais. Et ce visuel, cette graphique nous montre l'évolution de taux d'erreur euh, au cours de notre période de collection de données.
Et c'est ce qu'on constate, c'est que le problème est systémique et une prompt, enfin la question qu'on met sur le chatbot peut renvoyer plusieurs réponses incorrectes au cours de temps. Le chatbot qu'on a observé, il a systématiquement généré des réponses incorrectes ou mal dirigées. Euh, et c'est quelque chose qui suggère que les erreurs sont systémiques et ce n'est pas des hallucinations comme on le décrit dans les médias ou on le décrit depuis un petit peu, enfin, la popularisation de cette technologie. Euh, et ça, c'est inhérent à la nature stochastique de cette technologie. Et quand on a, par exemple, parlé à Microsoft en leur présentant enfin, les données de nos analyses, et la réponse qu'on a eue aussi, et une autre analyse qu'on a lancée un mois après, à mon avis, notre communication avec eux, montrait ils étaient pas capables de fixer et résoudre tous les problèmes. Et il y avait une amélioration qu'on peut pas considérer cohérente, mais c'était plus des fixes ici par là. Et du coup, où j'en arrive avec ça, c'est que ces systèmes sont par leur nature, ne sont pas adaptés comme source d'information à laquelle on peut faire confiance sur des sujets aussi importants comme les élections. Et dans un ère où on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et en plus, il y a cette problématique dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui est très importante, qui est la génération de diffusion de contenu généré par les systèmes de liés génératifs, qui sert à mener des campagnes d'information euh, contre certains candidats, certains partis politiques, aussi l'ingérence étrangère, par exemple, ou voilà, qui consiste à diffuser des idées et des informations totalement fausses. Ça, c'est très important et on doit être vigilant quand on rencontre euh, les, euh, les paroles, les statements des responsables ces compagnies et qui disent que ces systèmes-là sont par exemple le début d'une IA, d'une intelligence artificielle générale plus performante, plus intelligente que les humains, qui est capable de tout faire. Et on est en train de voir aussi une immense popularisation des outils d'IA génératifs dans presque tous les outils numériques qu'on utilise aujourd'hui. Et je m'arrête ici en termes de cas d'études, mais je voulais vous dire que en ce moment, on est en train de travailler sur les élections européennes, sur TikTok, YouTube et aussi Copilot pour justement répliquer une étude similaire euh, et voir aussi comment surtout les nouvelles lois dans le cadre de Digital Services Act, par exemple, peuvent être renforcées ou à quel point ils sont respectés par la plateforme. Et merci.